lorsque la vieille Renault 4 immobilisa ses roues au cœur de la dense forêt vosgienne, Lucas, du haut de ses 11 ans, était à 1000 lieues d'imaginer qu'avant la fin de la journée, il se retrouverait livré à lui-même en pleine nature. Il ignorait également que Chloé, sa sœur de 9 ans, sangloterait, étreignant un antique ours en peluche. Et il était impensable pour lui que ce simple jouet puisse détenir la clé d'un secret de famille capable de dynamiter toutes ses certitudes. Voici le récit de la manière dont la plus vile des trahisons peut engendrer le plus inespéré des sauvetages. Tout a pourtant commencé un matin des plus banals. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, indiquez-nous votre ville d'origine, abonnez-vous, likez et restez avec nous jusqu'au dénouement. Nous commençons. 6h30 du matin. Lucas, 11 ans, tapota l'épaule de sa sœur. Chloé dormait profondément, le visage blotti dans l'oreiller, sa chevelure blonde en bataille. Dehors, l'aube blafarde d'un jour d'octobre pointait à peine, froide et peu engageante. « Chloé, réveille-toi. Papa a dit de partir de bonne heure. » La petite fille ouvrit les yeux et s'étira. Âgée de 9 ans, elle se réjouissait toujours à l'idée d'aller chez sa grand-mère. Lucas se dirigea vers la cuisine afin de préparer le petit déjeuner. Il fit une omelette avec 3 œufs et mit la bouilloire en marche. Olivier, leur père, était déjà sur pied. Il farfouillait dans son placard, entassant des objets dans un grand sac. Lucas, intrigué, observa la scène et plissa le front. Son père ne rassemblait que ses propres effets personnels. Nulle trace des blousons des enfants, ni des robes de Chloé. Uniquement des habits d'homme, des papiers et l'argent qu'il gardait en réserve. Ses gestes étaient brusques, empreints de nervosité. Ses mains tremblaient alors qu'il pliait ses chemises. « Et nos affaires, papa ?» s'enquit Lucas. « Vous les emballerez tout à l'heure », grommela son père sans le regarder. Un frisson désagréable parcourut Lucas. Quelque chose clochait. D'ordinaire, avant un départ, son père ne cessait de les presser. Il insistait pour qu'ils préparent leur bagage bien à l'avance, s'assurait qu'ils n'oubliaient pas de vêtements chauds. Aujourd'hui, il ne demandait même pas s'ils étaient prêts. Nathalie, sa belle-mère, fit son apparition dans le couloir. Elle fumait depuis l'aube, tirant sur sa cigarette avec une anxiété palpable. La cendre chutait sur le parquet. Quand Lucas lui demanda si elle désirait déjeuner, elle se détourna vers la fenêtre, évitant manifestement de croiser le regard des enfants. « Nathalie, tu veux un peu d'omelette ?»« Non, l'appétit me manque. » Sa voix avait une intonation bizarre. Comme si elle se sentait coupable. Lucas regagna sa chambre et ouvrit son armoire. Tout au fond, dissimulé derrière de vieux livres d'école, se trouvait un ours en peluche. Il était petit, élimé, et une de ses pattes avait été recousue. Il avait appartenu à sa mère. Lucas évitait généralement de le toucher. Le souvenir était trop vif, trop douloureux. Sa mère était décédée 2 ans auparavant, mais l'ours conservait une trace de son parfum. Une effluve subtile, presque imperceptible. Lucas saisit le jouet. Une de ses oreilles était percée d'un petit trou. Chloé l'avait mordillé en faisant ses dents. Sa mère en avait ri. Notre ourson est un vétéran de guerre. La cicatrice sur la patte était venue plus tard. C'est sa mère qui l'avait recousu elle-même, avec un fil rouge. La couture était maladroite, mais pleine d'amour. Au cas où, se dit-il à voix basse, en glissant l'ourson dans la poche de son anorak. Chloé déboula dans la cuisine en pyjama, les cheveux en désordre mais le visage radieux. « Lucas, mamie va nous préparer des crêpes et nous montrer l'album photo de maman. »« Oui, elle te le montrera », acquiesça Lucas, le cœur serré. Olivier sortit de sa chambre, son sac à la main. « Couvrez-vous bien. Le trajet est long. » Son ton était sec, forcé. Il fuyait leur regard. 1 heure plus tard, ils prirent place dans la vieille Renault 4. Olivier conduisait en silence, les mains crispées sur le volant, ses jointures blanchies par la pression. Nathalie consultait son téléphone, murmurant des bribes de phrases sur une nouvelle vie, sur son incapacité à continuer ainsi. La méfiance de Lucas s'accrut. « Dis, papa, mamie est au courant de notre arrivée ?» « Elle sait. » Olivier ne tourna pas la tête. « Pourquoi partons-nous si tôt ? » « D'habitude, c'est après le déjeuner. » « La route est longue, » trancha Théil. Sur la banquette arrière, Chloé s'agitait, observant le paysage défiler.
Papa, mamie sera contente de nous voir? Elle se souvient de notre dernière partie de cache-cache. Elle sera contente, assura Olivier, la voix mal assurée. Nathalie se retourna vers Chloé. Reste tranquille. Le voyage est long. Lucas constata qu'il n'empruntait pas l'itinéraire habituel pour se rendre chez leur grand-mère. La voiture s'engageait vers la forêt, loin des panneaux familiers. Papa, tu es sûr que c'est le bon chemin? Je connais la route mieux que toi, répliqua sèchement son père. Chloé, lassée de jacasser, finit par s'endormir, sa veste serrée contre elle. Lucas sortit délicatement l'ours en peluche et le déposa dans les bras de sa sœur. Elle esquissa un sourire dans son sommeil. La ville s'effaça derrière eux. Lui succédèrent des champs, un hameau dispersé, puis la forêt. Rien que la forêt. Lucas n'avait jamais fait ce trajet avec son père. La voiture s'arrêta à une station-service. Une vieille bâtisse à la peinture écaillée, plantée au milieu des bois. Olivier fit le plein. Nathalie entra dans l'épicerie. En sortant pour se détendre, Lucas surprit une bride de leur discussion près de la voiture. Je n'en peux plus. Ils ne sont pas à moi. Papa, qu'est-ce qui se passe? Lucas s'était approché. Son père tressaillit, comme s'il venait de recevoir un coup. Rien, tout va pour le mieux. Il détourna les yeux, les mains tremblantes. Nathalie revint avec un sac bien rempli. Des gâteaux, de l'eau, du pain. Bien trop de provisions pour une simple visite à leur grand-mère. D'habitude, ils n'achetaient que des friandises pour offrir. Tenez, mangez, dit-elle en leur tendant un biscuit. La route goudronnée prit fin. La voiture avançait maintenant en cahotant sur un chemin de terre, qui se mua bientôt en une piste forestière. Des flaques d'eau bordaient le chemin, des branches crissaient contre les vitres. Chloé se réveilla en sursaut. Papa, où est-ce qu'on est? Ça me fait peur. On arrive, ne t'inquiète pas. Un peu de patience. Mais Lucas voyait bien le tremblement des mains de son père sur le volant. Nathalie enchaînait les cigarettes, consultant nerveusement le rétroviseur. Autour d'eux, la forêt, à perte de vue. Pas la moindre habitation, pas âme qui vive. La piste se rétrécit encore. La voiture peinait à se frayer un passage entre les arbres. Des branches raclaient le toit. Soudain, Olivier stoppa le moteur. C'est fini, on ne peut plus avancer. Descendez. Comment ça, descendre? S'effraya Chloé. Je ne veux pas. J'ai peur ici. Lucas prit sa sœur dans ses bras et lui donna l'ours en peluche. Elle le serra fort contre elle. Olivier et Nathalie sortirent du coffre, sans un mot, un sac contenant quelques vêtements d'enfant, de vieilles vestes, les provisions et une bouteille d'eau. Lucas comprit. Papa, qu'est-ce que tu fais? Olivier ne put soutenir son regard. Pardonnez-moi. Nathalie se montra plus froide. On n'en peut plus. On n'a plus d'argent. Tu es grand, vous vous débrouillerez. Nous, on refait notre vie. Chloé, qui ne comprenait toujours pas, s'agrippa à la veste de son père. Papa, ne t'en va pas. Je promets d'être sage. Je ne ferai plus de caprices, je serai obéissante. Les larmes inondaient son visage. L'ours en peluche lui échappa des mains et tomba dans la boue. Chloé le ramassa et le pressa contre son cœur, maculant la peluche de taches humides. Son père écarta ses mains, remonta vivement en voiture et tourna la clé de contact, les doigts fébriles. Nathalie était déjà installée à la place du passager, le regard obstinément tourné vers l'extérieur. Elle refusait de voir le visage de ses beaux enfants. On est des enfants. Comment vous pouvez nous faire ça? Hurla Lucas à leur intention. La voiture manœuvra et s'éloigna, les abandonnant au silence de la forêt vosgienne. Seul le vent agitait les branches. Chloé était en proie à une crise de larmes incontrôlable. Lucas la serra contre lui, luttant pour ne pas pleurer à son tour, tentant d'évaluer leur position, la distance qui les séparait de la civilisation. Le sac contenait des biscuits pour une journée, une bouteille d'eau et 2 vieilles vestes. C'est tout. Le soleil déclinait rapidement, le froid s'installait. Lucas prit une résolution, on va retrouver le chemin de la maison. Il prit la main de sa sœur et entreprit de suivre les traces de pneus, mais la neige se mit à tomber, effaçant les empreintes.
La nuit serait bientôt là. Ils ignoraient même dans quelle direction se trouvait leur maison. Lucas, murmura Chloé en serrant son ourson, on va vraiment y arriver? On va y arriver, affirma Lucas, sans grande conviction. Face à eux s'étendait la forêt, sauvage, glaciale, infinie. Et quelque part dans cette immensité, deux enfants abandonnés cherchaient leur chemin, ignorant qu'ils n'avaient plus de foyer. Les deux enfants avançaient sur le sentier exigu, avec l'espoir de rebrousser chemin. Lucas serrait la main de Chloé, la sentant frémir. La petite fille butait sans cesse contre des racines et des cailloux, sanglotant de fatigue. « Lucas, j'ai mal aux pieds », gémissait-elle à intervalles réguliers. « Courage, Chloé, on sera bientôt à la maison. » Chloé était à bout de force. Ses jambes ne la portaient plus, elle peinait à avancer. Lucas s'accroupit, le dos tourné vers elle. « Grimpe. Je vais te porter. » Chloé passa ses bras autour de son cou. L'ourson se balançait dans ses mains. Lucas se redressa et reprit sa marche. Sa sœur était légère, mais son dos ne tarda pas à le faire souffrir. La nuit tombait à une vitesse effrayante. Des hurlements de loups, lointains mais angoissants, se firent entendre. Chloé sursautait à chaque fois. « Lucas, les loups vont nous trouver ? » « Non, on leur échappera. » Le sentier se sépara brusquement en trois branches. Lucas s'arrêta, perplexe devant la bifurcation. Il était incapable de se souvenir de la direction d'où il venait. Tous les chemins se ressemblaient, d'étroites coulées d'animaux s'enfonçant dans les ténèbres de la forêt. « Lucas, quel chemin prendre ?» demanda Chloé en descendant de son dos. Lucas scruta chaque sentier. Celui de gauche grimpait entre de grands pins, celui du milieu descendait vers un bas-fond marécageux. Celui de droite sinuait entre des bouleaux. Nulle trace de voiture, aucun point de repère. « Je ne sais pas », avoua-t-il avec franchise. Il tenta de se remémorer le parcours. Sur les derniers kilomètres, le soleil était sur leur droite. Ils allaient donc vers le nord. Il fallait donc prendre la direction du sud, vers le soleil. Mais où se trouvait le sud dans cette forêt? Il opta pour le chemin de gauche, au hasard. Il paraissait plus large, mais au bout d'une demi-heure, il comprit son erreur. Le sentier les entraînait toujours plus profondément dans les bois, les éloignant de toute civilisation. Les arbres étaient de plus en plus hauts, de plus en plus serrés. Aucune lueur ne parvenait à percer leur feuillage. Ils étaient définitivement perdus. Une neige fondue, fine, glaciale et pénétrante, se mit à tomber. Leurs vêtements furent rapidement détrempés. Chloé grelottait. « J'ai froid », murmura-t-elle, les dents claquant. Lucas cherchait un abri pour la nuit, explorant le pied de chaque arbre, le revers de chaque buisson. Un premier refuge, sous un grand sapin, était trop exposé au vent qui y engouffrait la neige. Un second, sous un arbre abattu, était trop humide, parsemé de flaques d'eau. Chloé tenait à peine debout, agrippée à son frère. « Je n'en peux plus », pleura-t-elle. « Je veux rentrer à la maison. » Lucas inspecta encore une dizaine d'arbres. Il finit par trouver ce qu'il cherchait, une petite cavité sous les racines d'un pin gigantesque. L'arbre, qui poussait sur une petite éminence, formait avec ses racines une sorte de voûte naturelle. Le sol à l'intérieur était relativement sec et dégageait une odeur de pin et de résine. « On va dormir ici », décida-t-il en se glissant à l'intérieur. La cavité était étroite, mais elle les protégeait du vent. Lucas dégagea le sol des pommes de pin, y étendit sa veste, recouvrit Chloé de son pull, et se retrouva en chemise mouillée, collée à sa peau. Chloé tremblait, serrant son ours en peluche contre elle. « Lucas, j'ai froid. » Lucas s'allongea près d'elle, la prit dans ses bras, lui frictionna les mains, souffla sur ses doigts gourds. Il sortit les derniers biscuits du sac. Il en cassa un en deux, donnant le plus gros morceau à sa sœur. « Tiens, mange. »« Et toi ? » ?»« Je n'ai pas très faim. » Chloé ne trouvait pas le sommeil. Les bruits de la forêt l'effrayaient. Chaque craquement de branches, chaque froissement dans l'obscurité lui paraissait être le pas d'un animal. Non loin de là, une créature imposante se déplaçait dans les fourrés. On entendait des branches se rompre, des feuilles bruire. « Lucas, il y a quelqu'un qui bouge », chuchota-t-elle, tremblante. « C'est le vent. N'aie pas peur. » Mais Lucas aussi entendait ces bruits.
Un sanglier en quête de glands, ou peut-être un ours. Il serra sa sœur plus fort, prêt à la défendre. Un hibou ulula tout près. La fillette poussa un cri et cacha son visage dans son ourson. Petit ours, protège-nous, implora TL le jouet. Lucas lui raconta les histoires que leur mère aimait leur lire. L'histoire du garçon courageux qui sauva sa sœur du loup. Celle de l'oiseau magique qui aidait les égarés à retrouver leur chemin. Celle de l'ours bienveillant qui venait en aide aux enfants. Tu te souviens ce que disait maman, que l'ourson nous protège de tous les dangers, murmura-t-il. Il nous protège. Chloé serra le jouet plus fort contre elle. L'ourson, réchauffé par son souffle, dégageait une odeur de foyer et de sécurité. Pourquoi papa nous a abandonnés? Demanda-t-elle d'une toute petite voix. On est des enfants sages. Lucas ne sut que répondre. Un nœud de douleur et d'incompréhension lui serra la gorge. Comment peut-on abandonner ces enfants dans la forêt? Les laisser ainsi à la merci du sort? Je ne sais pas, Chloé, mais on va s'en sortir. On est courageux. Et si on n'y arrive pas? On y arrivera, j'en suis sûr. Il ne ferma pas l'œil de la nuit. Il guettait le moindre bruit, prêt à défendre sa sœur. Les loups hurlaient au loin, mais ne se rapprochaient pas. Au matin, les enfants se réveillèrent transis et affamés. Lucas eut du mal à déplier ses bras ankylosés. L'eau de la bouteille avait à moitié gelé. Il dut la réchauffer avec son haleine. Lucas fit l'inventaire des provisions. Il ne restait que quelques biscuits, juste assez pour un repas. Rien d'autre. Il fallait trouver des gens au plus vite, sinon c'était la mort. Chloé était visiblement affaiblie. Elle se leva péniblement, chancelante. Lucas, je n'ai plus la force de marcher. Si, tu peux le faire. Lucas la prit dans ses bras. On va trouver la maison. Plutôt que de faire demi-tour, ils s'enfoncèrent davantage dans la forêt. Lucas espérait tomber sur une cabane de chasseurs ou de forestiers. Il devait bien y avoir quelqu'un qui vivait ici. Ils remarquèrent des empreintes sur le sentier, humaines ou d'un grand animal. Lucas ne pouvait le dire, mais cela leur redonna espoir. Chloé trébucha, tomba et s'écorcha le genou sur une pierre. Le sang perçait à travers son collant déchiré. Ça fait mal, sanglota TL. Lucas déchira un PAN de sa chemise pour lui faire un bandage. Un peu de courage, petite sœur. On va bientôt trouver de l'aide. Mais lui-même commençait à désespérer. La forêt s'étendait à perte de vue. Vers midi, Chloé était à bout de force. Elle tenait à peine sur ses jambes et ne parvenait plus à articuler un mot. Lucas la portait sur son dos, lui-même au bord de l'épuisement. Ses jambes flageolaient de fatigue. Ils mangèrent le dernier biscuit et burent la dernière goutte d'eau. Il ne leur restait plus rien. Devant eux, la forêt s'étendait à l'infini. Des pins, des bouleaux, un paysage monotone, sans fin. Chloé se mit à délirer. « Maman, maman, où es-tu? Je veux rentrer à la maison. » Lucas se mit à pleurer lui aussi, mais il continua d'avancer. Ses jambes le portaient par automatisme. « Tiens bon, Chloé. Maman nous regarde depuis le ciel. Elle va nous aider. » Soudain, à travers les sapins, Lucas aperçut une fine colonne de fumée, un fil gris s'élevant dans le ciel. Son cœur fit un bond, puis se mit à battre la chamade, si fort qu'il lui sembla que toute la forêt pouvait l'entendre. « Chloé, tu vois la fumée? Il y a des gens. » Chloé souleva sa tête lourde, suivit du regard la direction indiquée par son frère, vit la fumée et sourit pour la première fois depuis 24 heures. Un sourire faible, mais sincère. « On est sauvés? Oui, il y a sûrement une maison. Allons-y. » Ils se dirigèrent vers la fumée, se frayant un passage à travers les broussailles. Les branches leur griffaient le visage, s'accrochaient à leurs vêtements, mais Lucas ne sentait pas la douleur. Seul l'espoir, un espoir vif et poignant, l'habitait. Chloé avançait péniblement, mais elle avançait. Son ourson s'accrocha à une branche et faillit lui échapper. Elle le serra plus fort contre elle. « C'est tonton ours qui nous a guidés, » murmura-t-elle. Maman avait raison, il nous a sauvés. La fumée se fit plus distincte. On pouvait maintenant en deviner l'origine, derrière un épais rideau de sapin. Une maison était toute proche.
Des gens, de la chaleur, de la nourriture. Lucas sentait que c'était leur dernière chance. S'il n'y avait personne, si ce n'était qu'un début d'incendie, ils ne s'en sortiraient pas. Ils étaient à bout de force, mais l'ours de leur mère les avait menés jusqu'ici. Tout irait donc bien. Forcément. À travers les sapins touffus, une petite maison se dessina, un toit ancien et déformé, des murs en rondins assombris par le temps. Une couche de mousse, tel un tapis verdoyant, recouvrait la façade nord. De la cheminée s'échappait la fumée tant espérée, s'élevant en une fine volute grise vers le ciel maussade. La cour était propre et ordonnée. Sous un appentis, une pile de bois était soigneusement rangée, les bûches toutes de même longueur. Une hache, à la lame fraîchement affûtée et brillante, était plantée dans une vieille souche. Des copeaux de bois jonchaient le sol. Près du perron, une paire de bottes en caoutchouc. Des moufles séchaient sur la balustrade. Lucas s'arrêta à quelques mètres du porche, serrant la main de Chloé. Son cœur battait la chamade, entre excitation et espoir. Et si c'était quelqu'un de méchant? Murmura-t-il en jetant un œil aux fenêtres. Chloé, transie de froid et d'épuisement, tenait à peine debout. Ses lèvres étaient cyanosées, ses cheveux alourdis par l'humidité. Mais on n'a pas le choix, Lucas, répondit-elle d'une voix faible. Lucas savait qu'elle disait vrai. Il ne survivrait pas une nuit de plus dans la forêt. La température chutait, et il n'avait ni vêtements chauds, ni vivres. Il se décida. S'approchant avec précaution de la petite fenêtre, il jeta un regard à l'intérieur à travers la vitre embuée. Dans la lueur chaude et jaune du poêle, un homme corpulent, d'une cinquantaine d'années, était assis. Il avait une barbe grise et portait une chemise de flanelle à carreaux rouges, bien entretenue. Il préparait quelque chose dans une grande marmite en fonte, remuant avec une cuillère en bois. Un parfum de pommes de terre et d'aneth s'échappait de la maison. Prenant son courage à deux mains, Lucas s'approcha de la porte et frappa, la main tremblante. Un petit coup, puis un autre, plus franc. La porte grinça et s'entr'ouvrit. L'homme aperçut les enfants et écarquilla les yeux. Sa barbe était effectivement grise, mais son regard, bien que fatigué, était bienveillant. Grand Dieu, des enfants! D'où sortez-vous? Chloé, effrayée par cet inconnu, se réfugia derrière son frère, serrant son ours en peluche contre elle. Lucas, entre l'excitation et le froid, balbutia, « Monsieur, on s'est perdu. Aidez-nous, s'il vous plaît. » L'homme ne posa pas de questions et ouvrit grand la porte. « Entrez donc, vous êtes frigorifié. »« Vite, entrez. » Le vieil homme, qui se présenta sous le nom de Stéphane, parlait d'une voix calme mais assurée. Il installa aussitôt les enfants sur un large banc de bois près du poêle. C'était un grand poêle de type alsacien, qui diffusait une chaleur bienfaisante. Avec soin, Stéphane leur retira leurs vêtements trempés et collants. L'eau de leur veste gouttait sur le plancher, leurs chaussures faisaient un bruit de succion. Il les enveloppa dans d'épaisses couvertures de laine qui sentaient la menthe et les herbes séchées. Des couvertures lourdes, chaudes, tissées à la main. Il posa devant eux des tasses en terre cuite remplies de thé chaud. Du miel du vrai, épais et ambré y flottait. La vapeur qui s'en échappait leur réchauffait le visage. « Buvez, dit-il d'une voix douce. Réchauffez-vous. Vous me raconterez votre histoire après. » Stéphane se déplaçait avec lenteur mais assurance. Il était visiblement habitué à vivre seul et à s'occuper de son intérieur. Sur les étagères, des bocaux de confiture et des sachets d'herbe. Dans un coin, des chapelets de champignons séchés. Chloé ne lâchait pas son ours en peluche, même sous la couverture. Le jouet était humide, mais elle le tenait d'une main tout en sirotant son thé de l'autre. Stéphane remuait sa soupe dans une grande marmite, jetant de temps à autre un regard aux enfants. Comme ils étaient maigres. On ne les nourrissait donc pas? Ils n'avaient que la peau sur les os. Les enfants buvaient leur thé en silence, encore sous le choc d'avoir été sauvés. La chaleur se diffusait lentement dans leur corps, leurs doigts se dégourdissaient, la douleur s'estompait. Stéphane ne les pressa pas de questions, leur laissant le temps de se réchauffer et de manger un peu de soupe chaude. Ce n'est qu'ensuite qu'il les interrogea, avec précaution. Lucas parla avec retenue. Ils ne pouvaient avouer la vérité, que leurs parents les avaient délibérément abandonnés. C'était trop honteux, trop douloureux. On allait chez notre grand-mère, mais la voiture est tombée en panne, mentit-il.
Papa est parti chercher de l'aide, on a voulu le suivre et on s'est égaré. Stéphane écouta attentivement, hochant la tête, mais quelque chose dans son regard se modifia. Une lueur de méfiance. Il ne crut manifestement pas à cette version, mais ne chercha pas à en savoir plus. Je comprends, dit-il simplement. L'essentiel, c'est que vous soyez sain et sauf. Chloé, enfin rassurée par la chaleur et la sécurité, sentit une confiance naître envers ce gentil monsieur Stéphane. Elle décida de lui montrer son trésor. Monsieur Stéphane, regardez, dit-elle en lui tendant fièrement son ours en peluche. C'est l'ours de ma maman. Il m'a protégé dans la forêt. Stéphane jeta un œil au jouet usé, et soudain se figea. Il l'examina de plus près, le front plissé. Petite, je peux voir ton ours? Demanda-t-il avec précaution. Chloé le lui tendit à regret. Doucement, il est très vieux. Stéphane prit le jouet, les mains tremblantes. C'était un petit ours, élimé, à la fourrure brune passée. Une oreille était légèrement déchirée, raccommodée avec soin. Stéphane le retourna lentement, en scrutant chaque détail. Sur une patte arrière, il découvrit ce qu'il cherchait, une vieille cicatrice, cousue grossièrement avec du fil rouge. Une couture maladroite, enfantine, mais faite avec amour. Son visage blêmit instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Ses mains tremblaient de plus en plus fort. Il manqua de laisser tomber le jouet. « Oh mon Dieu, ce n'est pas possible », murmura-t-il en secouant la tête. « Qu'y a-t-il » demanda Chloé, alarmée, tendant la main vers son ours. « Qu'est-ce qu'il a, mon ours ?»« Monsieur Stéphane, qu'est-ce que vous faites ?» Stéphane contemplait le jouet comme s'il s'agissait d'un fantôme. Il passa le doigt sur la couture rouge, comme pour s'assurer de sa réalité. Cette cicatrice. Je me souviens de cette cicatrice, marmonna-t-il entre ses dents. Avec une délicatesse infinie, comme s'il manipulait une relique, Stéphane rendit le jouet à la fillette. Ses mains tremblaient si fort que l'ours manqua de lui échapper. D'où vient-il ? Demanda-t-il, la voix à peine audible. C'est le jouet de maman. Chloé le serra contre elle. Elle me l'a laissé. Ne me le prenez pas. Quel était le nom de votre mère ? Demanda Stéphane, la gorge nouée. Lucas le dévisagea avec méfiance. Valérie. Qu'est-ce qui se passe ? Stéphane ferma les yeux, secouant la tête comme s'il ne pouvait en croire ses oreilles. Valérie. Valérie. Répéta-t-il, incrédule. Oui, s'exclama Chloé, joyeuse. Vous la connaissiez ? Vous la connaissiez pour de vrai ? Stéphane se leva lentement du banc, se dirigea vers la petite fenêtre et tourna le dos aux enfants. Ses larges épaules étaient secouées de soubresauts, sa respiration était lourde. Il posa les mains sur le rebord de la fenêtre. Dehors, la forêt s'assombrissait. Le vent agitait les branches des sapins, et au loin, on sentait un souffle glacé. À l'intérieur, le bois crépitait dans le poêle. L'atmosphère était chaude et douillette, mais une tension palpable flottait dans l'air. Il garda le silence un long moment, puis, sans se retourner, il dit « Parlez-moi d'elle. » « Et de votre mère ?» Sa voix était si chargée de douleur que les enfants échangèrent un regard effrayé. Chloé se rapprocha instinctivement de son frère. « Monsieur Stéphane, que s'est-il passé ?» demanda Lucas à voix basse. « Vous la connaissiez bien ?» Stéphane ne répondit pas. Il restait immobile devant la fenêtre, le regard perdu dans les ténèbres. Ses poings étaient serrés, son dos rigide. Il semblait en proie à un conflit intérieur. Parler ou se taire ? Il se tourna enfin vers les enfants. Son visage était livide, ses yeux rougis par les larmes qu'il contenait. « Racontez-moi simplement tout sur elle », répéta-t-il d'une voix rauque. La suite des événements allait changer à jamais la vie des enfants. Stéphane détient un terrible secret concernant leur mère, et l'ours en peluche cache un mystère qui va tout remettre en question. Ne manquez surtout pas cela. Chloé fut la première à accéder à la requête de Stéphane. Serrant l'ours contre elle, elle commença son récit. Maman me lisait toujours des contes de princesses et de fées avant de dormir. Sa voix se fit rêveuse, lointaine, son regard perdu dans le passé. Elle s'asseyait sur mon lit,
me caressait les cheveux et me disait « L'ourson te protégera. Il te protégera toujours de tout. » Chloé caressa la fourrure usée du jouet. Maman disait que cet ours était magique, qu'il portait bonheur et éloignait les méchants. Lucas ajouta, en observant attentivement Stéphane, « Maman était très douce, elle ne me grondait jamais, même quand je cassais un plat ou que j'avais de mauvaises notes. Elle travaillait à la bibliothèque, poursuivit le garçon. Elle adorait les livres, et elle nous adorait. » Sa voix se voila d'émotion. « Elle est morte dans un accident quand j'avais 9 ans. Chloé en avait 7. Un camion n'a pas vu sa voiture au carrefour. » Stéphane écoutait, toujours tourné vers la fenêtre. Ses épaules se contractèrent, ses mains se refermèrent en poing. Sa respiration devint plus lourde, plus heurtée. « Et son apparence » demanda-t-il à voix basse. Les enfants se mirent à décrire leur mère avec animation. Des cheveux blonds, mi-longs, n'est-ce pas? Et des yeux gris, comme Lucas. Elle sentait toujours les fleurs, ajouta Chloé. Et elle chantait en cuisinant. Stéphane se retourna lentement vers les enfants. Des larmes perlaient au coin de ses yeux, mais il s'efforçait de les contenir. Vous savez? Commença-t-il, la voix chevrotante, j'ai connu, moi aussi, une Valérie. Les enfants le regardèrent avec méfiance. C'était il y a bien longtemps. Très, très longtemps. Stéphane s'assit lourdement sur le banc en face des enfants. Elle aussi, elle aimait cet ours, elle ne s'en séparait jamais. Chloé demanda, curieuse, et elle est où, maintenant, votre Valérie? Stéphane secoua la tête avec tristesse. Je ne sais pas, ma petite, elle a disparu. Lucas fixait le vieil homme, sentant que quelque chose de crucial se jouait, quelque chose qui les concernait directement. Stéphane tendit la main avec précaution. Je peux revoir l'ours? Chloé le lui confia à contre-cœur. Stéphane prit délicatement l'ours et le plaça sous la lumière. Il en examina chaque détail, les oreilles élimées, la fourrure délavée, les pièces sur les flancs. Vous voyez cette marque? Il leur montra la cicatrice sur la patte arrière, caressant du doigt le fil rouge décoloré. C'est moi qui l'ai recousu. Un chien errant l'avait abîmé pendant qu'elle jouait dans la cour. Stéphane ferma les yeux, plongé dans ses souvenirs. Elle avait tellement pleuré, ce jour-là. Elle croyait que son ours allait mourir. Et je lui ai dit, ne t'en fais pas, je vais le soigner. Les enfants écoutaient en silence, sans encore mesurer toute la portée de ses paroles. J'ai offert cet ours à une jeune fille, poursuivit Stéphane à voix basse. Je l'avais fabriqué moi-même pour elle. Ses yeux s'adoucirent, s'emplirent d'une tendresse ancienne. Elle avait 16 ans. Belle comme un ange. Des cheveux mi-longs, des yeux gris. Elle s'appelait Valérie. Elle était exceptionnelle, intelligente, douce. Elle connaissait des poèmes par cœur et voulait devenir institutrice. Chloé écoutait, bouche bée, sentant l'importance de ces mots sans tout à fait les comprendre. Lucas, lui, commençait à deviner où cette conversation les menait. Son cœur s'accéléra. Stéphane rendit l'ours à Chloé et marqua une pause, comme pour rassembler son courage. Puis il demanda avec prudence, « Et votre père ?»« C'est un homme bien. Il prenait soin de vous. » Le visage de Lucas se durcit aussitôt. Il serra les poings, les lèvres pincées. « Il nous a abandonnés, lâcha-t-il, les dents serrées. » Le garçon ne pouvait plus mentir. La vérité devait sortir, comme une crue qui rompt une digue. Il a dit qu'il n'avait pas d'argent pour nous, qu'on était un poids, qu'il voulait refaire sa vie. Lucas parlait de plus en plus vite, enfin soulagé de ce fardeau de honte et de mensonges. Il a épousé tante Nathalie juste après la mort de maman, et puis il a décidé qu'il ne voulait plus d'enfants. Il nous a emmenés dans la forêt et nous a laissés là, comme des chiots dont on ne veut plus. En entendant ces mots cruels, Chloé éclata en sanglots, « Je veux maman, je veux rentrer. Pourquoi papa ne nous aime pas ?» Les larmes coulaient sur ses joues. Elle sanglotait, agrippée à son ours. Stéphane s'approcha vivement des enfants et les prit tous les deux dans ses bras. « Chut, mes petits, tout va s'arranger. Je ne laisserai plus personne vous faire de mal. » Une détermination farouche et inébranlable brillait dans son regard. Sa voix se fit plus ferme. « Plus personne ne vous fera de mal. Je vous le promets. » Votre mère vous parlait-elle de sa jeunesse? Demanda-t-il en s'écartant.
De son passé? Stéphane s'interrompit, puis ajouta, a-t-elle peut-être évoqué un certain Stéphane? Lucas secoua la tête. Elle en parlait rarement. Parfois seulement, elle pleurait en regardant de vieilles photos, se souvint-il. Chloé intervint soudain, elle disait aussi qu'elle avait connu son premier amour, un homme très bien, mais qu'il était marié. Stéphane tressaillit et se retourna brusquement vers la fenêtre. Il se dirigea en silence vers la vieille commode dans un coin de la pièce et en sortit une photo usée, jaunie par les ans. Les mains tremblantes, il la tendit lentement aux enfants. C'était une fille? Les enfants se penchèrent sur la photo. On y voyait une jeune fille d'environ 16 ans, aux cheveux blonds mi-longs et aux grands yeux gris. Son sourire était en tout point semblable à celui de leur mère. Elle tenait dans ses mains le même ours en peluche, mais neuf, impeccable. Chloé poussa un cri de surprise. C'est maman, toute jeune. Où avez-vous eu cette photo? Lucas leva lentement les yeux vers Stéphane, le considérant d'un regard nouveau, interrogateur, où perçait une compréhension grandissante. Monsieur Stéphane. Et vous, qui êtes-vous? Maman. Comment la connaissiez-vous? Stéphane soupira profondément, se rassit sur le banc près des enfants, reprit la photo et la contempla longuement. C'est une histoire très longue et très douloureuse, mon garçon. Sa voix se fit lasse, vieillit. Je vous raconterai tout, promit-il avec fermeté. Mais pas ce soir, pas maintenant. D'abord, il faut que vous vous reposiez, que vous dormiez et que vous mangiez bien. Stéphane se leva et commença à préparer avec soin les lits des enfants près du poêle. Et demain matin, vous saurez toute la vérité, sur votre mère et sur moi. Il apporta de gros oreillers de plumes et de douces couvertures de laine, et les borda avec la sollicitude d'un grand-père. Chloé, épuisée, s'endormit rapidement, serrant son ours contre elle. Sa respiration devint régulière, un sourire apaisé flotta sur ses lèvres. Lucas, lui, ne parvint pas à trouver le sommeil. Il resta les yeux ouverts, observant Stéphane dans la pénombre. Il était toujours assis près de la fenêtre, tenant la photo jaunie. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues burinées. « Valérie » murmura-t-il dans l'obscurité. « Pardonne-moi, ma chère Valérie. » Lucas comprit que le lendemain, leur vie basculerait. Quel terrible secret cet homme bienveillant mais triste pouvait-il bien cacher, et pourquoi pleurait-il en regardant la photo de sa mère? Dehors, le vent d'automne gémissait, et les arbres séculaires bruissaient. Dans le poêle, le bois crépitait doucement, diffusant sa chaleur dans la petite maison. Stéphane restait là, la photo entre ses mains tremblantes, dialoguant en silence avec un passé lointain. Chloé dormait paisiblement près du feu, un léger ronflement s'échappant de ses lèvres. L'ours en peluche reposait sous son bras. Dans son lit, dans un coin de la pièce, Stéphane s'agitait. Sa couverture était en désordre, son oreiller tout chiffonné. Lucas, les yeux grands ouverts, écoutait les bruits de la nuit. Il entendit Stéphane pleurer doucement, tentant d'étouffer ses sanglots. Le garçon se leva sans bruit et s'approcha sur la pointe des pieds du lit du vieil homme. « Monsieur Stéphane, ça ne va pas ?» Stéphane essuya vivement ses larmes avec la manche de sa chemise. « Le sommeil ne vient pas, mon garçon. Pourquoi ne dormez-vous pas ?» Lucas s'assit au bord du lit. « Je pense à maman. Et à vous. » Stéphane se poussa pour lui faire de la place. « Viens à côté de moi. Parlons un peu. » Lucas se glissa sous la couverture chaude. Le silence régnait dans la cabane, troublé seulement par le crépitement du bois dans le poêle. « Votre mère était une jeune fille exceptionnelle, » commença Stéphane à voix basse, le regard perdu dans l'obscurité. « Je l'ai rencontrée, elle avait 16 ans. Si jeune, et déjà si mûre. » Sa voix s'adoucit, se teinta de la chaleur des souvenirs. « J'en avais 25. Je travaillais dans l'exploitation forestière, j'étais bûcheron. J'avais les bras solides, le dos robuste. » Stéphane sourit au souvenir de sa jeunesse. Il était considéré comme un bon ouvrier. Le chef d'équipe disait qu'il avait des mains en or. Lucas écoutait, attentif, ne voulant pas en perdre une miette. Elle était venue passer l'été chez sa tante, dans notre village. Sa tante était bibliothécaire, une femme très sévère. Valérie l'aidait au jardin, à la barque, et le soir, elle lisait sous le vieux pommier de la cour. Stéphane ferma les yeux, plongé dans ses souvenirs.
Je passais devant sa maison tous les jours en rentrant du travail, et tous les jours, je la voyais, un livre à la main. Le soir, on se promenait au bord de la rivière, on parlait de la vie, de livres, de rêves. Je suis tombé amoureux d'elle au premier regard. Elle était si vivante, si lumineuse. Son rire était un carillon. Stéphane se tut. Dans le silence, on n'entendait plus que le crépitement du bois. Je lui ai offert cet ours pour son anniversaire, en juillet. Je l'ai cousu moi-même, en une semaine. J'avais encore les mains agiles, à l'époque, elles ne tremblaient pas. Mais j'étais marié, poursuivit-il avec amertume, en serrant les poings. Mal marié, mais marié. J'avais épousé la fille d'un voisin à 18 ans. Mes parents m'y avaient contraint. Elle était enceinte d'un autre, mais il avait pris la fuite. Stéphane soupira lourdement. Ma femme buvait du matin au soir, elle se disputait, elle cassait tout. Nous n'avons pas eu d'enfant. Le bébé est mort à la naissance. J'ai demandé le divorce, je l'ai supplié, mais elle a refusé. Elle m'a dit, jamais. Je te ferai souffrir jusqu'à la fin de tes jours. Lucas écoutait, le souffle coupé. Jamais il n'avait entendu une telle souffrance dans la voix d'un adulte. Et maman, qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-il avec prudence. Elle a appris pour ma femme par les gens du village. Elle est venue me trouver, en larmes. Stéphane agrippa son oreiller. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas détruire un foyer, qu'on ne pouvait pas construire son bonheur sur le malheur des autres. Je l'ai supplié de rester. Je lui ai dit, je divorcerai, je me battrai. Mais elle n'a rien voulu entendre. Elle est partie en ville faire des études d'institutrice. Elle n'a même pas laissé d'adresse. Je ne l'ai jamais revue. Sa voix se brisa. Il regarda Chloé endormie, les yeux humides. Et puis, des années plus tard, j'ai appris par des connaissances qu'elle avait eu des enfants, 2. Et qu'elle s'était mariée avec un ingénieur de la ville. Lucas resta un long moment silencieux, digérant ce qu'il venait d'entendre. Puis il regarda le vieil homme d'un air songeur. Monsieur Stéphane. Maman disait parfois des choses bizarres. Que je ressemblais beaucoup à quelqu'un. À qui? La voix de Stéphane se fit tendue. Elle ne précisait pas, elle me regardait juste avec tristesse. Lucas fronça les sourcils, se remémorant, un jour, je lui ai posé la question directement, et elle m'a répondu, il y avait un homme bien, mon fils, mais il ne fait plus partie de notre vie. Et elle pleurait en regardant mes mains. Elle disait qu'elle serait aussi forte pour le travail. Stéphane ne put s'empêcher de jeter un œil à ses propres mains, larges et calleuses. Et une autre fois, poursuivit Lucas, alors que j'aidais un voisin à réparer sa clôture, maman m'a dit, tu as ça dans le sang, tu es un vrai artisan, comme quelqu'un que j'ai connu. Stéphane demanda avec précaution, s'efforçant de paraître détaché, voudrais-tu connaître toute la vérité sur ton véritable père? Lucas eut un sourire amer. On le connaît. C'est celui qui nous a abandonnés dans la forêt. C'est le père de Chloé et le mien. Il a juste décidé qu'on ne lui servait plus à rien. La voix du garçon s'était durcie, avait mûri. La vérité? Il nous a trahis, il nous a laissés pour morts dans la forêt. Voilà toute la vérité sur mon père. Lucas serra les poings. Maman l'aimait, mais lui, il n'est même jamais allé sur sa tombe. Il n'y a pas de mauvaise vérité, mon garçon, dit doucement Stéphane en enlaçant le garçon tendu. Mais parfois, la vérité n'est pas celle qu'on croit au premier abord. Le garçon demanda soudain, vous auriez aimé avoir un fils? Stéphane serra Lucas contre lui, un rêve de toute une vie. Et maintenant, je vous ai, toi et la petite Chloé. Peu importe qui sont vos vrais parents. Lucas se blottit contre le flanc chaud du vieil homme. Et si un vrai père apparaissait tout d'un coup? Stéphane répondit avec fermeté, un vrai père, c'est celui qui aime et qui n'abandonne jamais, pas celui qui a simplement donné la vie. Ils restèrent silencieux, à l'écoute des bruits de la nuit. Demain, nous irons à la petite ville de province, annonça Stéphane. Nous trouverons le gendarme du coin et nous lui parlerons de vous. Peut-être qu'on retrouvera de la famille du côté de votre mère. Lucas eut peur. Et si personne ne veut de nous? Alors j'essaierai d'obtenir votre garde, promit Stéphane. Lucas serra le vieil homme dans ses bras. Monsieur Stéphane, vous êtes un homme très bon.
Si tous les pères étaient comme vous, les enfants ne seraient pas malheureux, conclut Stéphane. Près du poêle, Chloé s'agita, s'étira, ouvrit les yeux et aperçut Lucas sur le lit de Stéphane. « Lucas, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ne dors pas? On discute de choses importantes avec monsieur Stéphane. » Chloé se leva et les rejoignit, pieds nus. « Monsieur Stéphane va rester avec nous pour toujours. Il ne nous quittera pas, lui, comme papa. » Stéphane lui caressa les cheveux en désordre. « Si vous le voulez, ma petite, je ne partirai pas. »« On veut, » répondirent les enfants en chœur. Stéphane se leva péniblement. Son dos était douloureux, ses articulations craquaient. Il se mit à préparer le petit déjeuner. Il ranima le feu dans le poêle, y posa une marmite en fonte avec du lait, y versa des céréales et une pincée de sel. Une odeur de cuisine familiale et de réconfort emplit peu à peu la cabane. Au menu, bouillie de céréales au lait et au beurre, annonça-t-il en remuant la préparation qui épaississait. Chloé tapa dans ses mains, ravie. C'est ce que maman nous faisait. Elle nous préparait aussi cette délicieuse bouillie le matin, et elle ajoutait du miel quand on était malade, ajouta Lucas. Stéphane s'immobilisa, la cuillère en l'air, puis il eut un sourire triste. Alors elle s'en souvenait. C'est moi qui lui avais appris. Il versa la bouillie chaude dans des bols en terre cuite et posa un pot de miel sur la table. Lucas suivait attentivement chaque geste du vieil homme. Il sentait qu'il leur cachait quelque chose d'essentiel. Quelque chose qui les concernait au premier chef. « Monsieur Stéphane, demanda-t-il entre deux bouchées, vous êtes sûr de ne pas savoir qui est notre vrai père ?» Stéphane se figea, la cuillère en suspens. Il garda le silence un instant, puis répondit d'une voix lente, « Je n'en suis pas certain, mon garçon. » Mais Lucas perçut une note étrange dans sa voix, de l'hésitation, un tremblement, peut-être même un mensonge. La bouillie refroidit, dit vivement Stéphane. Mangez, les enfants, on a une longue route jusqu'à la ville aujourd'hui. Chloé se mit à manger avec appétit, trempant son pain dans le miel. Lucas mangeait lentement, ne quittant pas Stéphane des yeux. Le vieil homme évitait son regard, s'affairant avec la vaisselle. Que cachait-il, et pourquoi cette nervosité dès qu'on abordait le sujet de leur vrai père? Lucas était bien décidé à connaître toute la vérité aujourd'hui, quelle qu'elle soit. Stéphane préparait un vieux sac à dos en toile, que le temps et la pluie avaient assombri. Il y glissa le reste du pain de campagne, enveloppé dans un torchon, un morceau de saucisson sec et une bouteille d'eau de source. Ses gestes étaient lents, mesurés. D'une vieille malle, il sortit 2 vestes chaudes. Des vestes d'homme, larges, mais de bonne facture. L'une était vert foncé, de style militaire, l'autre marron, une veste de travail. « Couvrez-vous bien, dit-il aux enfants. La route est longue, et il fera froid dans la forêt. » Les vestes étaient bien trop grandes pour eux. Les manches de Lucas lui tombaient jusqu'aux genoux, celles de Chloé jusqu'au sol, mais elles étaient chaudes et doublées. « On va retrousser les manches, » dit Stéphane en repliant soigneusement le tissu. Chloé serrait son ours en peluche contre elle, ne le quittant pas d'une semelle. « Il vient avec nous, » déclara-t-elle avec fermeté. « L'ourson doit rester avec nous. » Stéphane eut un regard étrange pour le jouet usé. Ses yeux se plissèrent, sa main esquissa un geste vers l'ours, mais il se retint. « Bien sûr qu'il vient, dit-il d'une voix rauque. C'est votre porte-bonheur, votre protecteur. » Lucas, qui observait attentivement le vieil homme, remarqua le tremblement de ses mains alors qu'il bouclait les sangles de son sac. « Monsieur Stéphane, ça ne va pas ?» s'inquiéta le garçon. « Si, Lucas, je suis juste un peu soucieux. »« Soucieux de quoi ?» s'étonna Chloé. Stéphane ne répondit pas et se contenta de soupirer. Ils quittèrent la maison, et Stéphane ferma la porte à clé. Il les guida sur un sentier à peine visible qui serpentait entre de grands pins. Là, une trace d'ours, indiqua Stéphane en montrant l'herbe foulée. Et là, des empreintes d'élan. Il leur parla de la forêt, des mœurs des animaux. Chloé marchait entre les deux, leur tenant la main. « Monsieur Stéphane, vous avez des enfants ?» demanda-t-elle soudain. Stéphane s'arrêta net. « Non, ma petite, mais j'aurais bien voulu. » Un long silence. Le vent bruissait dans la cime des arbres. Au loin, une corneille croassa. « J'aurais tellement voulu, répondit doucement Stéphane.
J'ai rêvé d'avoir des enfants toute ma vie. Ils marchèrent encore 1 kilomètre sur le sentier sinueux et s'arrêtèrent au bord d'un petit ruisseau. L'eau était limpide et fraîche, et elle chantait en courant sur les pierres. Chloé s'accroupit pour se laver le visage et les mains. Lucas remplit une bouteille d'eau fraîche. Deux loups gris s'approchèrent en silence du ruisseau, un vieux, au museau grisonnant, et un jeune, plus élancé. Chloé poussa un cri de frayeur. Lucas s'arma d'un gros bâton. Du calme, dit doucement Stéphane. Bonjour, les frères gris. Comment allez-vous? Les loups s'arrêtèrent à une dizaine de mètres, humant l'odeur inconnue des enfants, mais sans manifester d'agressivité. Leurs oreilles étaient dressées, leur queue détendue. Chloé se réfugia derrière le large dos de Stéphane. N'ayez pas peur, les enfants, expliqua-t-il calmement. Ils me connaissent. Je les ai soignés un jour, quand ils étaient tout petits. Des braconniers avaient tué leur mère, et les louveteaux étaient laissés pour morts. Je les ai recueillis et je les ai nourris au biberon. Lucas regarda les loups, incrédule. Vous êtes vraiment amis? Dans la forêt, on s'entraide, répondit Stéphane avec philosophie. Il sortit un morceau de pain de campagne de son sac, le partagea en deux et le tendit au vieux loup sur la paume de sa main. L'animal prit la nourriture avec délicatesse mais sans crainte, directement dans sa main. Ça fait 20 ans que je vis ici, expliqua Stéphane en grattant le loup derrière l'oreille. Au début, je travaillais dans l'exploitation forestière, j'abattais des arbres, puis je suis resté seul. Je soigne les bêtes blessées, je les nourris l'hiver. Ils s'en souviennent. Il montra à Chloé comment présenter sa main pour ne pas effrayer le loup. La fillette osa tendre un morceau de pain au plus jeune. Monsieur Stéphane, pourquoi vous ne vivez pas en ville? Demanda-t-elle. Je n'y étais pas heureux, répondit Stéphane avec tristesse. Ici, j'ai trouvé la paix. Lucas s'approcha prudemment du vieil homme. Vous avez déjà eu une famille? Stéphane resta un long moment silencieux, le regard fixé sur l'eau qui fuyait, puis il soupira profondément. J'ai eu une femme. Mais on n'était pas fait l'un pour l'autre. Je me suis marié jeune, sur un coup de tête. Je croyais qu'avec le temps, je m'habituerais, que l'amour viendrait. Elle buvait du matin au soir, elle cherchait la dispute, elle cassait tout. Les voisins se plaignaient. J'ai divorcé il y a 5 ans, quand elle avait complètement sombré. Stéphane arracha un brin d'herbe, le fit tourner entre ses doigts. Et avant elle, il y a eu une jeune fille. Je l'aimais plus que tout. La plus lumineuse, la plus douce au monde. Que lui est-il arrivé, monsieur Stéphane? S'approcha Chloé, intéressée. Stéphane dévisagea les enfants, un regard presque scrutateur. Je l'ai perdu. Par ma propre bêtise, ma propre lâcheté. Je n'ai pas su faire le bon choix au bon moment. J'ai eu peur. Aujourd'hui, je me dis chaque jour qu'elle a eu raison de me quitter. Elle était intelligente, intègre. Elle savait qu'on ne pouvait pas vivre comme ça. Sa voix se fit à peine audible. Si seulement j'avais été plus courageux. Peut-être que tout aurait été différent. Les loups s'abreuvèrent et disparurent dans les fourrés. Stéphane se releva et épousseta ses genoux. Il était temps de repartir. Ils marchèrent en silence. Stéphane ne cessait de jeter des coups d'œil à Lucas. Tu sais, Lucas, tu me ressembles beaucoup. Comme j'étais, enfant. Et comme cette Valérie, aussi. Lucas se méfia. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les mêmes yeux gris, le même menton volontaire. Chloé rit. Lucas est toujours têtu. Quand il a une idée en tête, impossible de l'en faire démordre. Stéphane secoua la tête, pensif. Les coïncidences sont parfois étranges. Une renarde rousse, à la queue touffue et au regard vif, déboula sur le sentier. En voyant les humains, elle ne prit pas peur, au contraire, elle s'approcha. Stéphane s'accroupit et lui tendit la main. La renarde flaira ses doigts et se laissa caresser. Voici une vieille amie, la rousse, la présenta-t-il chaleureusement. Le printemps dernier, je lui ai soigné une patte. Elle s'était prise dans un piège de braconnier. Je l'ai gardée 2 semaines, je la nourrissais à la main. Depuis, on se salue à chaque fois. Chloé tapa dans ses mains, ravie. C'est comme dans un conte de fées. Vous êtes un magicien, monsieur Stéphane.
Les animaux ne vous craignent pas, les loups vous obéissent. Stéphane eut un sourire triste et caressa de nouveau la renarde. Puis son regard se posa sur l'ours en peluche que tenait Chloé. Une lueur étrange passa dans ses yeux, un mélange de reconnaissance, de douleur et d'inquiétude. Et cet ours? Il est très, très spécial, dit-il à voix basse. Lucas fronça les sourcils, sur ses gardes. En quoi est-il spécial? Ce n'est qu'un jouet. Non, Lucas, ce n'est pas qu'un jouet. C'est cet ours qui vous a conduit jusqu'à moi. Stéphane se releva et épousseta ses genoux. Comme si Dieu vous avait montré le chemin, comme si elle l'avait voulu. La renarde s'enfuit dans les buissons, avec un dernier salut de sa queue rousse. Ils reprirent leur marche sur le sentier forestier. Lucas fermait la marche, observant attentivement chaque geste de Stéphane. Le comportement du vieil homme l'inquiétait de plus en plus. Trop de coïncidences, trop d'allusions, trop de non-dits. Et pourquoi Stéphane regardait-il l'ours de sa mère avec cet air étrange, presque douloureux? Monsieur Stéphane, l'appelait-il. Oui, Lucas? C'est encore loin, la ville? Environ 3 kilomètres. Nous y serons avant le coucher du soleil. Stéphane se retourna et tenta de sourire, mais son sourire était crispé, teinté de tristesse et d'anxiété. Lucas était bien décidé à découvrir aujourd'hui quelque chose de capital, quelque chose qui allait changer leur vie à tout jamais. Le moment qui allait tout faire basculer approchait. Stéphane allait enfin se résoudre à révéler aux enfants sa véritable identité. Et l'ours en peluche allait livrer le secret qui expliquerait toutes ces étranges coïncidences. Après 3 heures de marche sur des sentiers forestiers sinueux, ils débouchèrent enfin sur une route de terre. Le bitume était ancien, craquelé par le temps et le gel, envahi par l'herbe par endroits, mais c'était un retour à la civilisation. Stéphane leva le bras pour faire signe à un camion cam avec remorque qui passait. Le chauffeur, un homme costaud d'une 40aine d'années en salopette bleue tachée de graisse, s'arrêta sur le bas-côté. « Vous nous prenez jusqu'à la petite ville de province ?» demanda Stéphane en s'approchant de la cabine. « Je paie pour les enfants, le prix que vous direz. » Le chauffeur, Philippe, observa attentivement Lucas et Chloé. Les enfants semblaient fatigués, mais propres et bien tenus. Leur visage ne portait aucune trace de maltraitance. « Montez, leur fit signe Philippe. Laissez tomber l'argent, pour les enfants, c'est gratuit. » La cabine spacieuse était un peu juste pour 3, mais chaude et confortable. Le moteur diesel ronronnait bruyamment, faisant légèrement vibrer les vitres. Une musique douce s'échappait de la radio. « Vous vous êtes perdu dans la forêt, c'est ça ?» demanda Philippe avec compassion, en regardant les enfants dans le rétroviseur. « Vous avez eu de la chance que votre oncle vous retrouve. Rares sont ceux qui en reviennent vivants. » Chloé se serra contre Stéphane, passant son bras sous le sien. « Ce n'est pas notre oncle. C'est notre papa. » Stéphane et Lucas échangèrent un regard. Le garçon perçut clairement la confusion, voire la stupéfaction, dans les yeux du vieil homme. « De la famille, donc ?» acquiesça Philippe, compréhensif. « C'est sûr que la famille, c'est la famille. » Après une demi-heure de trajet sur une route cahoteuse, ils arrivèrent à la petite ville. Une petite agglomération avec de petits immeubles résidentiels anciens, quelques commerces, une pharmacie et le bâtiment de la mairie. Stéphane prit congé de Philippe et mena les enfants directement vers un bâtiment de 2 étages surmonté d'une enseigne, gendarmerie. Un drapeau flottait au-dessus de l'entrée. Au poste, ils furent reçus par le lieutenant Thierry Dubois, un homme d'une 50aine d'années, sec et nerveux, en uniforme impeccable. Ses galons brillaient, ses bottes étaient lustrées comme un miroir. « Je vous écoute », dit-il d'un ton officiel en les faisant asseoir sur des chaises devant son bureau. Stéphane raconta brièvement, sans entrer dans les détails, comment il avait trouvé les enfants dans la forêt, et comment il lui avait parlé d'une panne de voiture. Mais Dubois était un homme d'expérience. « Je vois », dit-il en prenant des notes dans son rapport. « En clair, on a abandonné des enfants en pleine forêt, les condamnant à une mort certaine. On retrouvera ses parents, dit-il avec un dégoût non dissimulé. Il faut déposer une déclaration de recherche. » Stéphane demanda, la voix hésitante et inquiète, « Et si vous les retrouvez ? » « Comment ça ? La loi nous oblige à remettre les enfants à leurs parents biologiques. » « C'est pourtant clair, non ? » Lucas intervint vivement. « On ne veut pas retourner avec eux.
Ils nous ont trahis. Dubois poursuivit avec patience, habitué à expliquer la loi à des profanes, « Je comprends tes sentiments, mon garçon. Mais la loi, c'est la loi. On ne peut y déroger. Il faut d'abord retrouver les parents biologiques et les informer. S'ils renoncent volontairement à leurs droits parentaux, ou si un tribunal les en déchoit pour maltraitance, alors on pourra envisager une tutelle ou une adoption. » Stéphane demanda, de plus en plus anxieux, « Et combien de temps prendra cette procédure ? » « Avec de la chance, quelques mois. »« Mais plus probablement quelques années, » répondit franchement Dubois. « La machine administrative est lente, vous savez bien. » Chloé, qui avait écouté la conversation en silence, éclata soudain en sanglots. « Je ne veux pas attendre si longtemps. Je veux vivre avec Monsieur Stéphane tout de suite. Il est gentil, lui, il ne nous fera pas de mal. Et les autres, les méchants, ils nous ont abandonnés. » Dubois secoua la tête, compatissant. « C'est une situation très compliquée, c'est certain. Mais il y a des règles. Des règles, on ne peut rien y faire. » Une femme d'âge mûr, en tailleur, entra dans le bureau. Ses cheveux gris étaient sagement relevés, son regard intelligent derrière des lunettes. « Bonjour, Thierry, salua-t-elle Dubois. »« Oh, Catherine Morel » s'exclama-t-il, ravi. « Vous tombez à pic. » Catherine Morel, une assistante sociale, qui avait entendu la fin de la conversation, demanda, « Qui sont ces enfants ?» Dubois lui exposa brièvement la situation. Catherine Morel dévisagea Stéphane, un visage qui ne lui était pas inconnu. « Vous n'êtes pas Stéphane Girard, du bloc 47 ?» Stéphane fut surpris. « Si, c'est bien moi. »« Comment me connaissez-vous ?»« J'ai eu affaire à votre ex-femme, » expliqua Catherine Morel. « Je me souviens de ses problèmes d'alcool. »« Vous l'avez quittée, finalement ?» Stéphane hocha la tête. « J'ai divorcé il y a 5 ans. Je n'en pouvais plus. »« Vous avez bien fait, » approuva la femme. « Il n'y a donc aucun obstacle à une tutelle. » Elle examina attentivement les enfants, ils étaient propres et bien tenus. « Il est évident qu'il vous adore. » Chloé se blottit contre Stéphane. « C'est un homme très bon. Il nous a sauvés. » Catherine Morel réfléchit un instant, puis proposa, « Vous savez quoi ? Je vous propose un compromis. Les enfants resteront provisoirement sous votre garde, le temps que nous retrouvions les parents et que nous fassions toutes les démarches administratives. » Stéphane, plein d'espoir, demanda, « C'est possible ? » Dans des circonstances exceptionnelles, oui, acquiesça-t-elle. Dubois donna son accord, c'est toujours mieux qu'un foyer. Ils sont surchargés en ce moment. Lucas demanda à voix basse, « Monsieur Stéphane, ça veut dire qu'on reste avec vous ? » Pour l'instant, oui, confirma Stéphane. L'heure qui suivit fut consacrée à la paperasserie, formulaire, attestation, requête. La bureaucratie réclamait son dû. Catherine Morel expliqua patiemment chaque formalité. Une inspection aurait lieu dans un mois, jour pour jour. Je viendrai en personne pour voir comment les enfants s'acclimatent. Et vous les inscrirez à l'école, n'est-ce pas? Bien sûr, sans faute, promit Stéphane avec fermeté. Il y a une bonne école primaire dans notre village. L'institutrice est très compétente. Chloé sautait de joie. Lucas, tu entends? On va aller à l'école, comme tous les enfants. Ils quittèrent la gendarmerie, officiellement constituée en famille provisoire. Dehors, l'air sentait la fraîcheur de l'automne, les feuilles mortes et une liberté nouvelle. Monsieur Stéphane, demanda timidement Chloé en montrant un marchand de glace, je peux? Stéphane eut un large sourire. Bien sûr, ma chérie. Aujourd'hui, c'est un grand jour, on fête ça. Il s'approcha du kiosque, acheta aux enfants des esquimaux au chocolat et se prit une coupe de crème glacée à la vanille. On fête quoi, au juste? Demanda Lucas d'un ton pragmatique en léchant sa glace avec gourmandise. On fête le fait qu'on soit ensemble, répondit Stéphane en les regardant avec tendresse. Chloé léchait délicatement son esquimau. Et c'est pour longtemps, monsieur Stéphane? Pour toujours, j'espère, dit très doucement Stéphane. Lucas observa attentivement le vieil homme. Il y avait dans son regard bienveillant quelque chose de spécial, de chaleureux, de familier. Ils déambulèrent dans la rue principale du village, et pour la première fois depuis des jours d'angoisse,
les enfants se sentirent en parfaite sécurité. Ils avaient désormais un foyer. Ils avaient une vraie famille, provisoire certes, mais une famille tout de même. Le lendemain matin, de retour de la petite ville, Stéphane entreprit d'aménager la maison pour les enfants. Dans un coin de la pièce, il commença à fabriquer 2 lits avec des planches de pin qu'il avait débitées l'été précédent. Lucas, curieux, observait son travail, puis il s'approcha. « Monsieur Stéphane, je peux vous aider ?»« Volontiers, Lucas. »« Tiens la planche bien droite pendant que je la cloue. » Le garçon tenait la planche avec soin et lui passait les clous. Il travaillait en silence, au rythme régulier du marteau. Chloé, installée sur le vieux canapé avec son ours, donnait des ordres d'un ton solennel. « Petit ours, surveille bien le travail, pour que les lits soient réussis. » Stéphane rit. « Tu as un bon chef de chantier, Chloé. Très consciencieux. » Le soir, les lits étaient terminés. Stéphane y installa des draps propres et des oreillers bien gonflés. Au dîner, pour la première fois, ils s'assirent à table comme une vraie famille, partageant un bon ragoût avec du pain de campagne et buvant du thé chaud. Soudain, Chloé posa sa cuillère et demanda timidement « Monsieur Stéphane, je peux vous appeler papa ?» Stéphane la regarda, ému. « Si tu veux, ma chérie. »« Bien sûr que je peux. » Le jour suivant, Stéphane emmena les enfants au village pour quelques achats indispensables. À l'unique magasin, il leur acheta de nouveaux vêtements, des pulls chauds, des jeans, des anoraks pour l'automne. Au rayon papeterie, il prit des fournitures scolaires, des cahiers, des stylos, des crayons, une trousse. Chloé remarqua une jolie robe bleue à col blanc. « Oh, qu'elle est belle! On dirait une robe de princesse. » Stéphane, sans hésiter, décrocha la robe. Lucas lui tira la manche, inquiet. « Monsieur Stéphane, on a assez d'argent pour tout ça ?»« Oui, Lucas, ne t'en fais pas, » le rassura Stéphane. « J'ai des économies de mon ancien métier. » En rentrant, ils croisèrent leurs voisins, les vieux Vasilenko. Ils regardèrent les enfants avec étonnement. « Alors, Stéphane, tu te lances dans la vie de famille ?» demanda Monique. « Oui, acquiesça Stéphane. »« Tu as bien raison, » approuva Marcel. C'était bien triste, tout seul dans cette maison. Une semaine plus tard, c'était la rentrée des classes. Stéphane accompagna personnellement les enfants jusqu'au petit bâtiment de l'école primaire. L'institutrice, une femme d'âge mûr à lunettes, les accueillit avec bienveillance. Les nouveaux élèves. Entrez, n'ayez pas peur. Chloé, intimidée, se cacha derrière son frère, mais Lucas s'avança avec assurance. Bonjour. Je m'appelle Lucas, et voici ma sœur, Chloé. À la première récréation, les autres enfants les entourèrent. Chloé sortit de son cartable son ours en peluche. C'est mon ours. C'est maman qui me l'a offert. Un camarade demanda, et elle est où, ta maman? Lucas répondit avec tristesse, maman est morte, elle est au ciel. Les enfants se turent, compatissants. Le soir, au dîner, les enfants racontèrent avec enthousiasme leur journée d'école. Papa, on m'a donné des peintures, dit Chloé, excitée. Je vais dessiner notre famille. Elle s'installa à table et se mit à dessiner. 3 personnages prirent forme sur la feuille, un grand homme en chemise à carreaux, un garçon, et une petite fille tenant un ours en peluche. Ça, c'est toi, ça, c'est Lucas, et ça, c'est moi, expliqua Chloé. Stéphane regarda le dessin, ému. On forme une belle famille. Une très belle famille. Lucas sortit ses cahiers et se mit à faire ses devoirs de mathématiques. Les exercices étaient ardus. Laisse-moi t'aider, proposa Stéphane en s'asseyant à côté de lui. Il lui expliqua patiemment comment additionner des nombres à 2 chiffres. Le garçon comprit vite. Tu te débrouilles bien comme papa, dit Lucas avec sérieux. Et vous, vous allez avoir des enfants, répondit Stéphane. Après 2 semaines de tranquillité, Catherine Morel téléphona. Sa voix était soucieuse. Stéphane, j'ai des nouvelles. Et elles ne sont pas très bonnes. Je vous écoute, dit Stéphane, tendu. On a retrouvé les parents des enfants. Stéphane sentit un froid l'envahir. Et alors? Ils sont en fuite. Ils doivent beaucoup d'argent à des gens peu recommandables, mais légalement,
ils n'ont pas été déchus de leurs droits parentaux. Donc, ils peuvent réclamer les enfants? Demanda Stéphane, horrifié. En théorie, oui. La loi est de leur côté. Stéphane ne dit rien aux enfants de cette nouvelle alarmante, mais Lucas, observateur, remarqua son inquiétude. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air soucieux. Stéphane le regarda et décida de jouer franc jeu. Il se pourrait qu'on retrouve vos parents. Ceux qui vous ont abandonnés. Lucas demanda, effrayé, ils vont nous reprendre? Je ne sais pas, Lucas, mais je me battrai pour vous jusqu'au bout. Chloé, qui avait surpris la conversation, serra son ours contre elle. Petit ours, protège-nous des méchants. Ce soir-là, Stéphane réunit les enfants pour une discussion sérieuse. Il les fit asseoir à côté de lui sur le canapé. Quoi qu'il arrive, je veux que vous le sachiez. Je vous aime très fort et je vous aimerai toujours, quoi qu'il advienne. Lucas serra Stéphane dans ses bras. On t'aime aussi, papa. Chloé se blottit contre lui. Tu es un vrai papa. Pas comme le méchant qui nous a laissés. Stéphane serra les enfants contre lui, le cœur serré. Peu importe ce qui se passera, n'oubliez jamais que nous sommes une vraie famille. Dehors, le vent d'automne bruissait, et à l'intérieur, la lumière chaude de la lampe créait une atmosphère intime. La famille était réunie, se tenant les uns les autres. Stéphane savait qu'il devrait bientôt leur révéler son plus grand secret, sa véritable identité. Mais pour l'instant, il les serrait simplement dans ses bras, voulant graver à jamais cet instant dans sa mémoire. La menace de la séparation va contraindre Stéphane à prendre une décision qui changera leur destinée à tous les trois. Et une découverte incroyable les attend, une découverte à laquelle personne, pas même Stéphane, ne s'attend. Le prochain épisode révélera une vérité qui laissera tout le monde sous le choc. Ne le manquez pas. Le lendemain matin, une voiture noire s'arrêta devant la maison. Catherine Morel en descendit, accompagnée d'un homme en costume qu'il ne connaissait pas. Stéphane alla à leur rencontre, le cœur serré. Les enfants, en voyant les inconnus, se réfugièrent dans la maison. « Stéphane, je vous présente l'inspecteur Vincent Leroy, dit Catherine Morel. Nous avons à vous parler de quelque chose de très sérieux, ajouta l'homme. Stéphane les fit entrer. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait que tout le monde pouvait l'entendre. Les enfants étaient blottis l'un contre l'autre près du poêle. Chloé serrait son ours en peluche. Leroy sortit un dossier. Nous avons examiné attentivement les papiers de la famille qui a abandonné les enfants. Le père mentionné sur l'acte de naissance de Chloé est bien le père biologique. Mais pour Lucas, c'est une autre histoire. Stéphane demanda, tendu, ce qui était arrivé à Lucas. Sur son acte de naissance figure le même père, mais les analyses médicales rendent cette filiation biologiquement impossible. Leurs groupes sanguins sont totalement différents, incompatibles. Leroy ouvrit un autre dossier. Nous avons consulté les dossiers médicaux des deux enfants à la clinique. Lucas a un groupe sanguin très rare, AB négatif. On ne le trouve que chez 2% de la population. Stéphane devint blanc comme un linge. C'est exactement mon groupe sanguin. C'est la raison de notre visite aujourd'hui, acquiesça l'inspecteur. Il sortit des formulaires. Accepteriez-vous de vous soumettre à un test de paternité ADN? Stéphane prit les documents, les mains tremblantes. Bien sûr, j'accepte. Une semaine s'écoula dans une attente insoutenable. Les enfants allaient à l'école, mais ils sentaient tous les deux la tension qui régnait à la maison. Chloé jouait plus souvent que d'habitude avec son ours, comme pour y chercher du réconfort. Lucas ne quittait pas Stéphane d'une semelle. « Papa, disait le garçon, avant de se taire. Quoi qu'il arrive, Lucas, je ne t'abandonnerai jamais, le rassurait Stéphane. Lui-même ne trouvait pas le sommeil, se tournant et se retournant dans son lit, et priant, « Seigneur, faites que ce soit pour le mieux pour les enfants. » Le téléphone sonna de bonne heure, alors que les enfants venaient de partir pour l'école. Stéphane décrocha à la première sonnerie. « Stéphane, c'est Leroy. Nous avons les résultats du test. » « Écoutez, murmura Stéphane. La probabilité de paternité est de 99,9%. Lucas est votre fils biologique. Stéphane laissa tomber le combiné et s'effondra lentement sur le sol. Des larmes coulaient sur son visage, des larmes de joie et d'un immense soulagement.
Mon fils, j'ai un fils. Et une fille, murmura-t-il en s'essuyant le visage avec sa manche avant d'appeler l'école. Ici Stéphane Girard. Je viens chercher mes enfants plus tôt aujourd'hui. Stéphane attendit les enfants à la sortie de l'école avec un bouquet de fleurs des champs. Son visage était grave. J'ai une nouvelle très importante à vous annoncer, dit-il. De retour à la maison, il les fit asseoir à côté de lui sur le canapé. Les enfants, savez-vous ce qu'est un test ADN? Lucas hocha la tête sérieusement. C'est quand on vérifie si des gens sont de la même famille. Exactement. Et vous savez ce qui s'est passé? Chloé retint son souffle. Quoi? Stéphane se tourna vers le garçon. Lucas, tu es mon fils. Mon vrai fils. Puis il se tourna vers la petite fille. Et toi, ma chérie, tu n'es pas ma fille par le sang. Mais je t'aimerai comme si tu l'étais. Chloé le serra fort dans ses bras. Ça ne fait rien. Tu es le plus gentil des papas. Lucas éclata en sanglots. Alors maman ne m'a pas menti. Elle disait toujours que mon vrai père était un homme bien et qu'on finirait par se retrouver. Les enfants se jetèrent au cou de Stéphane. Tous les trois pleuraient de joie. Chloé serra son ours en peluche. Maman avait raison. Elle avait dit à l'ourson de nous trouver un papa. Lucas essuya ses larmes. J'ai toujours su que tu étais spécial. Je l'ai senti dès le premier jour. Stéphane serra les enfants contre lui. Votre mère avait tout prévu. Elle vous a laissé cet ours exprès, pour qu'il vous conduise à moi. Il regarda le jouet usé. Merci, mon vieil et fidèle ami. 3 mois s'écoulèrent. Stéphane adopta officiellement Chloé et reconnut Lucas comme son fils. Toutes les formalités administratives étaient réglées. Les enfants réussissaient bien à l'école du village et s'étaient fait des amis. Chloé ne se séparait toujours pas de son ours. Lucas, ravi, aidait son père à la maison et s'initiait à la menuiserie. Une photo encadrée de Valérie jeune, belle, souriante était accrochée au mur. « Maman, on s'est retrouvés, comme tu le voulais », murmurait Stéphane en regardant le portrait. L'ours en peluche trônait sur la commode. Il avait accompli sa mission. 6 mois plus tard, en triant les affaires de Valérie pour la succession, Stéphane trouva une note pliée dans la poche de son vieux manteau. Il la déplia et reconnut l'écriture familière. S'il arrive quelque chose aux enfants, l'ours en peluche les aidera. Il m'a toujours porté chance. Les gens de bien comprendront. Stéphane sourit à travers ses larmes. Valérie n'avait pas planifié cette rencontre. Elle avait simplement eu la foi. Si les enfants se retrouvaient en difficulté avec l'ourson, le destin les guiderait vers une personne de bien. Elle avait espéré un miracle, et le miracle s'était produit. Merci d'avoir suivi notre histoire. Si vous appréciez ce genre de récit, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à notre chaîne et à partager vos impressions en commentaire. Cela nous encourage à créer toujours plus de contenu captivant.